Place à notre invité politique maintenant à 8h29. Bonjour Éric Woerth. Oui, bonjour. Vous êtes donc député Ensemble de l'Oise, membre de la commission des finances, ancien ministre du budget. Première question autour de cette annonce de Laurent Wauquiez. Je dis bien Laurent Wauquiez qui a annoncé avoir trouvé un accord avec le gouvernement pour assurer finalement une revalorisation des retraites. Est-ce que selon vous, déjà il était temps de le faire ou est-ce qu'il ne fallait surtout pas y toucher pour des raisons fiscales ? C'est toujours pareil, c'est des sujets impopulaires, par principe, on décale, c'était un décalage de l'indexation des retraites, ça d'ailleurs rapporte pas mal d'argent, puisque les retraites par principe c'est beaucoup d'argent, et bon, le gouvernement décide de revenir un peu en arrière, enfin d'une mesure qui est plus compliquée que ça, en réalité on a la moitié pour tout le monde, et puis après l'autre moitié qui revient rétroactivement vers ceux qui ont une retraite à peu près équivalente au SMIC. Donc c'est un coût, puisque ce budget il est d'abord fait pour redresser les finances publiques. Donc c'est un coût pour les finances publiques, donc sans doute entre 500, 600, 800 millions d'euros. Il faudra trouver le financement. Vous le regrettez ? Vous pensez que c'est pas une bonne idée ? Moi je regrette deux choses. Je regrette la méthode, que ce soit la manière de faire. Et sans doute l'idée que un gouvernement présente un plan global, on peut le discuter au Sénat bientôt, à l'Assemblée nationale, on l'a fait. On voit bien que c'est toujours très difficile d'assumer les mesures impopulaires. C'est impopulaire, ça peut pas l'être, et ça fait plaisir à personne que de faire ça. Mais on voit bien que l'indexation coûte très cher, l'indexation d'une manière générale du pays sur l'inflation, et que c'est une source de solutions, et que c'est des solutions transitoires, mais que personne finalement n'assume cela et tente de l'expliquer, ça ne va pas. Et la méthode qui est celle de prendre, au fond, on a défendu cette mesure, donc on est des soldats d'une certaine manière. Enfin, c'est moins dangereux que les soldats en Ukraine, mais enfin quand même, on le fait, on assume vis-à-vis des populations concernées, on assume vis-à-vis des entreprises, notamment des grandes entreprises, qu'il y aura une augmentation vis-à-vis des hauts revenus, etc., etc. On assume cela. Et puis de l'autre côté, le gouvernement recule. Quand on augmente le SMIC, par exemple, pour l'indexer sur l'inflation, c'est parce que c'est un petit salaire. Après tout, la logique de soutenir le pouvoir d'achat des petits retraités se défend aussi. Oui, non ? alors les petites retraites, elles ont été augmentées. Les petites retraites ont été augmentées. Et puis deuxième point, vous ne pouviez pas le faire au 1er janvier. Ouais. Vous ne pouviez pas le faire techniquement pour un certain nombre de raisons qui seraient compliquées d'expliquer, mais vous ne pouviez pas le faire. Donc moi je suis favorable à tout. Je veux dire, je veux bien qu'on réindexe les retraites. L'idée n'était pas d'abandonner l'indexation des retraites, mais de faire en sorte de décaler cette indexation des retraites. C'était un décalage. Mais quand même, on est une majorité relative commune. Il y a une coalition. C'est quand même bien d'assumer les choses ensemble, d'assumer l'impopularité ensemble. Et d'assumer aussi à un moment donné un certain nombre de bonnes nouvelles ou de substitutions à des bonnes nouvelles. Et là, ça fait un peu curieux quand vous êtes dans un autre parti politique que celui de Laurent Wauquiez, de se dire que tout ça, il y a des choses qui se trament au fond. Donc, derrière. Laurent n'est pas ministre, il n'a pas parlé au nom du ministre, il a parlé au nom du Premier ministre en disant qu'il s'était entretenu ou entendu. C'est un dysfonctionnement à votre avis, ce qui s'est passé hier soir? Je ne sais pas si c'est un dysfonctionnement, mais c'est pas. Si on pouvait à un moment donné jouer collectif, ce serait bien. Alors, je sais bien qu'en politique ce serait nouveau, mais enfin c'est arrivé quand même dans certaines époques. On doit jouer collectif. Vous dites ça à Laurent Wauquiez, coalition, elle ne fonctionnera. Le gouvernement de Michel Barnier ne fonctionnera que si on joue collectif. Et ça, c'est pas le moins qu'on puisse dire. C'est pas du jeu collectif. Nous nous battons beaucoup chez EPR, comme on dit, enfin Renaissance, et puis beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est vrai sans doute pour LR comme pour les autres. Nous nous battons pour qu'on n'augmente pas le coût du travail. Parce que ne pas indexer les retraites ou sous-indexer les retraites pendant un an ou décaler les retraites pendant un an, c'est une chose. Mais ça ne joue pas sur l'économie. Augmenter le coût du travail, et notamment le coût du travail dans les bas salaires, là, le risque d'effondrement de l'économie est vraiment fondamental, notamment à un moment donné où un certain nombre où sortons de la période Covid définitivement, il y a de la casse, il y a des entreprises qui avaient été protégées, aujourd'hui elles ne le sont plus. Enfin, on voit bien qu'il y a des fermetures d'entreprises et qu'il y a probablement une augmentation du nombre de chômeurs en net, et que c'est pas à ce moment-là qu'on fait une augmentation du coût du travail. Ça vaut la peine d'être débattu, mais on en débat globalement. Le gouvernement trouve des mesures
mesures de substitution, les parlementaires aussi. Mais là, dans ce cas-là, dans le cas des retraites, je vais répondre à votre question, dans le cas de ces retraites, dans le cas de l'affaire des retraites, il n'y a pas de mesure de substitution aujourd'hui. On ne peut pas balayer d'un revers de main l'idée de dire 500, 800 millions, c'est pas grand-chose, on le trouvera en fusionnant tel et tel organisme. Ça, c'est à la portée du premier élève de cours préparatoire. Mais ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Et c'est surtout pas une vérité d'actualité. Bien sûr qu'il faut réformer l'État. Bien sûr qu'il faut continuer à faire en sorte que tous ces organismes qui aujourd'hui sont totalement décriés, qui avaient été créés uniquement pour diminuer le nombre d'administrations centrale. Enfin, bref, on passe en revue systématiquement, on fait et on défait. Que ces organismes, il faut les coordonner, il faut les fusionner, il faut en supprimer un certain nombre. Mais évidemment qu'il faut faire la revue de tout ça. Elle est d'ailleurs déjà faite. On a bien compris. Donc, mais c'est pas une réponse en tout cas. Mais sur la question sur Kemener. Oui. Alors, est-ce que vous pointez Laurent Wauquiez ou bien est-ce que vous dites que c'est Michel Barnier qui coordonne mal? Est-ce que c'est une échappée solitaire de Laurent Wauquiez? C'est Laurent Wauquiez qui est venu au 20h de Wauquiez. TF1. Non, je pointe pas. Je dis la méthode n'est pas celle-là. C'est pas une bonne méthode pour essayer de faire en sorte que on unisse au mieux ce qu'on appelle une coalition ou ce qu'on appelle un socle commun. Mais il faudrait quand même pas que ce socle commun il n'ait ni socle ni caractère commun parce que ça marcherait pas. Moi, je suis pour que Michel Barnier y réussisse. Mais je le suis profondément et sincèrement. Il doit réussir. S'il ne réussit pas, il n'y a pas tellement de plan B. Le plan B, c'est de regarder, au fond, puisqu'on aura regardé tout ce qui était possible à droite, le président de la République, il regardera ce qui est possible à gauche. Et là, on retombera sur Lucie Castès, si elle existe encore, ou des... Il n'y aura pas de majorité. C'est un test de crédibilité, je veux dire, cette épreuve du budget, pas seulement pour vous en tant que coalition minoritaire, mais aussi vis-à-vis des Européens. La Commission de Bruxelles, il me semble toujours qu'on doit aller les voir pour leur présenter le plan de retour à une trajectoire. Bien sûr. Alors, comment assurer cette crédibilité à partir du moment où chacun fait cavalier seul? Il faut que sur les finances publiques, on ait le résultat qu'on attendait, c'est-à-dire un infléchissement, une correction du décalage qu'il y a eu. Il y a d'ailleurs le Sénat a une mission d'information, l'Assemblée a une commission d'enquête. Bruno Le Maire d'ailleurs a commencé à expliquer tout ça très bien, mais enfin il n'empêche qu'il y a eu une dégradation supérieure à ce qu'on pensait des finances publiques, après notamment quand même beaucoup de dépenses publiques. Sur le Covid, chacun en convient, mais aussi sur le bouclier, parce qu'il y a beaucoup de boucliers, sur le bouclier énergétique, qui a coûté 70 milliards, 70 au total, milliards d'euros. Ouais. Donc c'est beaucoup d'argent, ce que n'ont pas dépensé d'autres pays. Personne ne dit merci. Personne ne dit je m'en suis bien sorti. On dit c'est pas assez. C'est même pas merci d'ailleurs que j'attends. Moi, c'est au fond de dire oui, ils ont bien fait parce que ça a protégé beaucoup notamment de petits industriels et beaucoup de ménages. Mais ça, maintenant, il faut sans doute le payer, il faut rectifier notre trajectoire de finances publiques et les Européens, ils nous attendent. Mais l'Europe elle-même, elle nous attend sur notre part de crédibilité, puisque la France, c'est pas des mesures. Les Européens, ils annoncent pas qu'on envoie un document avec des mesures, ils attendent qu'on prenne ces mesures. Et qu'on soit cohérent. Et la cohérence, Michel Barnier l'a mise dans son budget, avec grosso modo 1/3, 2/3 en augmentation d'impôts et puis en diminution de dépenses. On verra à la fin comment s'organise ce cocktail ou ce mix de dépenses et d'augmentation d'impôts. Mais on ne peut pas égrener au fur et à mesure des rectifications, des abandons, et en prenant ses gros muscles, en disant regardez mes gros muscles, j'ai réussi à empêcher une injustice fondamentale. Ça, c'est une drôle de manière de faire. Aujourd'hui, des chefs d'entreprise, on n'y comprend plus rien à ce budget. C'est-à-dire, ça, c'est normal. C'est même d'ailleurs une preuve de bonne santé psychique, de ne rien y comprendre. Ça change tout le temps. Non, je vous assure. Rassurez-vous. Non, mais on voit que c'est un des facteurs qui crée de l'incertitude très importante chez les chefs d'entreprise. Et certains disent que c'est même une des raisons de cette projection qu'on a à 8% pour le chômage en 2025, c'est-à-dire la crainte des chefs d'entreprise qui ne savent pas à quelle sauce fiscale ils vont être mangés. Combien de temps on fait durer ça? Est-ce qu'à un moment, il ne faut pas
réduire les choses et un 49.3 un peu plus tôt que prévu. Après, le Premier ministre, c'est lui qui décide. Moi, je pensais, un certain nombre de mes collègues aussi, on pense qu'à un moment donné, c'est pas la peine de rester exposé à plein vent, sans vouloir dire grand-chose, en laissant des tribunes à l'extrême gauche et à l'extrême droite, aussi puissantes que celle-là. C'est un côté aussi, d'ailleurs, démotivant. On dit, mais les parlementaires, ils sont pas beaucoup là. Enfin, d'abord, ils étaient quand même plutôt là. Et puis, surtout, le problème, c'est que vous savez que ce qui sera voté n'est pas ce qui sera finalement décidé, puisqu'il y a des procédures qui écraseront tout ça. Alors, certes, il y a un débat, parfois il y a des débats intéressants. Le débat sur la loi de sécurité sociale, sur le rajout de sucre dans des aliments, des choses comme ça, sont des débats qui sont faits de manière tout à fait sereine, et j'ai trouvé plutôt intéressant. Mais c'est pas suffisant. Vous offrez des tribunes, en réalité, à ceux qui veulent la fin de cette coalition. Et la coalition, elle passe son temps à se poser des questions sur faut-il vraiment aller aussi loin que cela, et pour seul, en ce qui concerne un certain nombre de députés, non de cesse de ramener l'idée qu'il faut réformer l'État, puis si on réforme l'État, si on fusionne des structures, tout va très bien, ou si on lutte contre la fraude. Je suis d'accord avec ça, il faut le faire, mais c'est pas du tout à la hauteur de ce que nous devons faire. Nous devons redresser les finances publiques du pays. Sur la politique américaine, qu'est-ce que vous pensez, depuis l'élection de Donald Trump, de sa politique économique qui consiste globalement à faire davantage d'interventionnisme, par exemple aussi à faire fi de toutes les règles en matière d'environnement? Est-ce que selon vous, c'est ce par quoi il faut passer pour retrouver une économie florissante quand on est un pays comme les États-Unis? Écoutez, je ne suis pas président des États-Unis, et ça ne m'est pas échappé. Pas grand monde qu'il est, donc j'ai du mal à répondre à ça. On ne peut évidemment pas abandonner aujourd'hui ou laisser tomber la politique de transformation de notre planète. Et des taxes supplémentaires, par exemple. C'est bien ce qui nous effraie, sur l'Europe, sur la Chine. Non, mais les pays doivent se défendre. Et je crois que c'est un gros message pour l'Europe. C'est un très gros message pour l'Europe. L'Europe, elle peut pas être ouverte à tout vent. Alors, c'est pas complètement le cas, mais enfin, ça l'est quand même un peu. On croit. Je sais bien que les pays européens sont assez divisés là-dessus, notamment les Allemands par rapport aux Français, mais chacun souffre beaucoup. Les situations ont beaucoup changé sur ces dernières semaines, derniers mois, et donc il faut vraiment que l'Europe commence à montrer des dents sur des protections évidentes et sur des contreparties évidentes. Les traités souvent le permettent, et quand les traités le permettent pas, il faut les dénoncer. Vous comprenez cette volonté qu'a Donald Trump de vouloir justement tout verrouiller pour faire en sorte que tout ce qui arrivera dans son pays soit automatiquement taxé excessivement de manière à ce qu'on produise localement? On verra ce qu'il fait. On est au mois de novembre, et je veux dire, Trump, il peut changer beaucoup d'avis. Non, mais ça et notamment sur le plan économique, il n'a présenté aucun programme réel. On verra bien ce qu'il fait, je n'en sais rien. Mais on voit bien quand même que les États-Unis et que les grands pays, d'ailleurs, sont plutôt sur une démarche qui est une démarche de protection. Les Chinois se protègent à mort et tentent d'envahir commercialement ce qui est plus ouvert qu'eux. Donc il y a une asymétrie totale. Et les Américains, on le voit bien quand même, et ça a été quand même un des grands discours de Trump, commencent à se réfugier de plus en plus, non pas derrière leurs frontières, mais enfin commencent à y veiller de très très près. On voit aussi d'ailleurs que sur l'OTAN, il y a quand même des manifestations de désintérêt ou de menaces, et donc ça concerne directement les Européens qui sont fondamentaux. Donc la France, elle doit, avec l'Europe, mais l'Europe est assez divisée, vous l'avez remarqué, et il faut que la présidente de la Commission mette les bouchées doubles dans un sens qui est celui de la protection des intérêts européens. Sur l'Europe précisément. Le plan Draghi, 800 milliards d'euros. Quand on regarde l'histoire récente de l'investissement en Europe, il a décru. L'investissement, c'est exporté. Il y a une grande partie de l'épargne européenne qui finance des projets américains, ce qui est quand même un peu étonnant. Est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table? Est-ce que ce plan-là, Draghi, il est utile pour que l'Europe ait une réponse unique en matière d'IA, d'automobile? Les Américains l'ont fait massivement. Les Européens doivent continuer à le faire. Ils ont du mal à dépenser. Nous, on a du mal à dépenser. C'est-à-dire qu'on a du mal à le dépenser parce qu'on a du mal à trouver les pays, à avoir des on a un peu de mal, et on n'est pas du tout à la hauteur du sujet. Ce qui manque à l'Europe, mais là, ça devient assez technique, c'est un marché de capitaux. C'est qu'au fond, en faire un seul marché de capitaux, ça éviterait d'avoir 200 ou 300 milliards chaque année qui partent d'épargne européenne, qui partent vers les États-Unis pour financer des entreprises américaines qui viendront concurrencer des entreprises européennes. Et ça, c'est évidemment un sujet majeur, mais ça fait des années qu'on en parle. Il y a eu quelques progrès. C'est mûr ou c'est pas mûr, là? Je crois
pas que ce soit totalement mûr, parce qu'il faut adapter le droit commercial, et puis il faut en faire un seul et unique marché avec les mêmes règles qui permettent aux épargnants et à l'épargne européenne d'aller financer les entreprises européennes. Mais on voit bien que dans ce débat budgétaire d'aujourd'hui, redresser les finances publiques, c'est redresser l'économie. Donc il ne faut pas qu'il y ait de contradiction entre les deux. C'est fondamental. Ce qui a été fait par Emmanuel Macron et par les gouvernements qui sont succédés depuis quelques années, c'est très cohérent. C'est-à-dire qu'on privilégie l'économie, on privilégie l'investissement des entreprises, on privilégie le marché du travail, la mobilité du marché du travail. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire dans un monde qui se transforme, donc dans un monde qui intègre totalement les données écologiques. Il y a une COP 29 là, à Bakou. Alors, c'est drôle d'idée que ce soit dans un pays de cette nature. Oui. Enfin, elle est là-bas. Elle parlera de financement des systèmes écologiques. Et on voit bien qu'on doit économiser de l'argent sur notre propre dépense de fonctionnement pour financer des investissements écologiques et numériques. Vas-y. Justement, nouveau changement ce matin, choc des savoirs, je change de sujet. Anne Genetet, la ministre de l'Éducation nationale, annonce des changements notamment pour le bac, encore des changements pour le bac. Est-ce que c'est bien de tout le temps annoncer aux parents d'élèves et aux élèves de nouvelles règles? On a l'impression qu'il y a un tourbillon permanent. Sans doute, il faut regrouper tout ça, si on veut. Nul ne peut penser qu'il faut laisser l'enseignement en l'état. Les enfants ont plutôt un niveau plus inférieur quand on les mesure par des tests que dans d'autres pays européens, pour grosso modo pour les mêmes sommes investies. Et puis on ne peut pas laisser des générations. Enfin, nos enfants, il n'y a pas de plus précieux que nos enfants. Donc on doit évidemment réagir. Sans doute faut-il avoir une vision plus générale, une vision sans doute plus consensuelle. Mais ça n'empêche que quelques mesures ne sont pas compllement... il faut agir d'une manière ou d'une autre. Le fait de se dire... il faut remettre cet examen qu'est le brevet, qui était au fond un peu dévalorisé, il faut le remettre comme l'idée que c'est un lieu de passage vers le secondaire. C'est extrêmement, me semble-t-il, important. Il faut évidemment accompagner les enfants, il faut faire les efforts derrière pour augmenter le niveau. C'est pas un problème. Personne n'accuse les profs de quoi que ce soit, ou que sais-je. C'est un collectif. Si on montre du doigt les uns et les autres, ça ne va pas. On ne peut réussir qu'ensemble. Et les classes de niveau qui ont été plus ou moins abandonnées, c'était une bonne idée. C'était pas de dire pour montrer du doigt, tiens, toi, t'es moins bon que... Je sais pas, pour embêter les élèves, c'est pour essayer de les ramener... vers un niveau plus élevé pour les soutenir. C'est une drôle d'idée que de caricaturer toujours. Oui, il y a des enfants, et vous l'avez été, on a tous été élèves, on a eu des bons et des mauvais moments en classe. Et ben, on aime bien pouvoir être soutenu. Un enfant, il doit être soutenu, et on doit mettre tous les moyens pour en faire en sorte qu'il soit formé comme il doit l'être dans une république comme la nôtre. L'égalité des chances aujourd'hui, elle a reculé. Merci beaucoup, Éric Pas Woerth. acceptable. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur LCI dans le 6-9.